Quoi? Bonjour mes stars. Bonjour mes vies. Bien le bonjour, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans Lush City. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de quelque chose qui fera suite à mon épisode précédent, les situationships. Nous entrons dans un autre arc de Quoi, dans lequel nous allons parler de tout ce qui est relations amoureuses. Alors, je l'avais mentionné brièvement avec tout ce qui était application de rencontres, les crushs, etc., etc. Mais certaines choses se sont passées entre-temps. Certains d'entre vous, vous pourriez vous dire, mais waouh, as-tu été en couple? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais même pas si on peut appeler ça une relation de couple. Certains de mes potes, ils m'ont fait, au moins cette personne-là était réelle. Parce que oui, si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'amour et moi, ça n'a pas toujours été une grande partie... Enfin, jamais en fait. Jamais. Est-ce que j'ai une histoire d'amour qui s'est bien terminée? Oui, techniquement, j'en ai une, mais pas celle dont on va parler aujourd'hui. Enfin non, de toute façon, vous savez très bien que Quoi, c'est pas axé Storytime. On parle du truc en lui-même et j'insère quelques petites anecdotes personnelles par-ci par-là. Mais en tout cas, la chose qui m'est arrivée cet été, c'était très très bien, jusqu'à ce que ça devienne le début d'une situationship. Et une fois que j'ai capté que c'était une situationship, j'ai décidé de quitter. Enfin bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Une situationship se définit par le flou d'une relation dans laquelle on est avec quelqu'un, un flou quant au statut de notre relation, quant à son futur ou même à son présent. Quel est le but? Où allons-nous? Plus encore, une situationship est encore plus floue car tous les éléments additionnés sont censés donner une relation de couple. Des dates, de la communication constante, du sexe, de l'attention, dormir ensemble. Mais pourtant, lorsque l'on pose la question on est quoi, quand on ose même la poser, on se retrouve confronté à un mur. On se retrouve donc dans une situation où tous les éléments de couple sont réunis mais sans un élément clé, l'engagement. La relation devient alors fragile, sujette à de nombreuses angoisses et questions qui, souvent, n'ont jamais de réponse. Sortir d'une situationship en devient encore plus compliqué car au lieu d'une relation de couple que l'on quitte à raison, avec de l'expérience, on quitte une situationship dans le flou et avec souvent encore plus de questions qu'à la base, car face à tant de possibilités, quand est-il pertinent de partir et de laisser tout un monde derrière soi? Et c'est là qu'on doit faire le deuil d'une relation qui n'aura finalement jamais eu lieu, et on est piégé entre fantasmes, projections, insécurité et honte. Franchement, mon cerveau, je suis désolé, je sais écrire des choses comme ça en fait. Franchement, s'il y a des gens je sais pas, qui veulent me donner un petit poste de blogueur là, je sais pas, BuzzFeed France, euh, Combini, ID, Vice, si vous voulez que j'écrive des articles pour vous, franchement, j'aime trop écrire, moi. Donc, hey, contactez-moi, dites-moi, envoyez-moi un petit message et tout, comme ça j'écrirai des petits trucs. L'argent, ça ne se refuse pas. Mais moi, le truc dont j'aimerais parler davantage concernant les situationships, c'est pas forcément comment éviter d'entrer dans une situationship, parce que je ne pense pas que ce soit possible d'éviter d'entrer dans une situationship. En fait, le véritable piège d'une situationship, le problème, c'est pas forcément qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a des peurs de l'engagement et qui finalement nous laisse dans un flou. Le problème, c'est qu'on se laisse rester dans ce flou. Et moi, c'est les questions que je me suis posées suite à ma relation précédente. En vrai, je suis un peu fier de moi parce que j'aurais pu rester dans cette situation-là beaucoup plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu rester dans cette espèce de flou beaucoup plus longtemps, surtout que la personne en face, visiblement, elle était très satisfaite de me laisser dans ce flou-là. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps, mais j'ai décidé de partir parce que j'étais là, toi, ton histoire, là, hey, ça sent ma vie. Ça sent, ça pue, ça mouque. Vous voyez ce que je veux dire? Quand une relation commence avec quelqu'un, admettons qu'on soit pas dans le domaine des applications de rencontres ou qu'on parle d'une rencontre organique dans la vraie vie. On se rencontre, on discute, tout se passe bien, on se rend compte qu'il y a une espèce d'attirance mutuelle, etc., etc. On commence à faire des petits dates et tout. Premier date, c'est très mignon, on prend un café, on se balade au parc. Et toi, t'es là, ouais, non, je sais pas, c'est cool, on s'est rencontrés, on a discuté, on a fait plein de trucs, on a plein de centres d'intérêt en commun. Franchement, c'est super mignon. À voir comment ça continue. Second date, la même chose à peu près. Sauf que là, il y a des petits moments où on bump l'un dans l'autre quand on se pousse dans la porte ou je sais pas quoi. On est là, on fait pardon. Et là, la personne, elle fait non mais t'inquiète, c'est pas grave, et te prend par la taille. Et toi, t'es là genre oh ah ouh. Vous
Voilà. Et ensuite, là, on rentre de ce date, les joues rouges, on est là, mais cette personne m'a pris autour. Moi, je suis comme ça, en fait. Franchement, si vous voulez sortir avec moi, venez pas me parler de sexe, de machin, de ci, de ça. Est-ce qu'on a des centres d'intérêt en commun? Est-ce qu'on rigole bien? Touche-moi, parle-moi, et de petites intentions. Fais ça de manière un peu subtile, un petit clin d'œil mimi, un truc comme ça. De toute façon, je vais faire un épisode sur la drague très bientôt là. Mais quelque chose de très organique. On rentre de ce date les joues rouges, on en parle avec ses potes, là on est un peu dans la telenovela en mode ouais mais quand j'ai dit ça, un regard a été un peu plus long que d'habitude, tu penses que cette personne m'aime bien? Mais oui, cette personne t'aime bien, sinon elle serait pas venue te voir pour un second date, blablabla, bla, 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 bla. On se voit pour le troisième date. Là on échange un baiser pour se dire au revoir. Et là finalement tu fais ah, mais est-ce que tu es libre ce soir? Ou la personne en face te demande, est-ce que tu es libre ce soir? Là, on va prendre un verre, ensuite on rentre à la maison, on regarde un film, peut-être que des mains sont un peu plus baladeuses qu'à la base, on dort, machin. Le lendemain matin, un autre baiser est échangé, peut-être que là, c'est un peu plus wow, parce que le matin... Je sais pas vous, mais moi le matin, MDR. Mais en tout cas, on se dit au revoir, on fait un troisième date, là on dort à la maison, peut-être que la première fois se passe, machin, on se voit de plus en plus, si ça. Là on commence à avoir des conversations très sincères, on parle de qui est l'autre, on commence à découvrir les insécurités de machin, on discute, on discute, on discute, on discute, et puis là ça fait peut-être 1 mois et demi qu'on communique constamment, qu'on s'appelle, qu'on pense à la personne constamment. Vu qu'on est dans une relation saine et qu'on sait que la personne en face ne se joue pas de nous, bah on sait que la personne en face ne parle pas à d'autres gens. On sait que la proximité qu'on a là actuellement, elle est exclusive et qu'on commence à avoir des dynamiques de couple, etc., etc. Peut-être même que, j'en sais rien, à 2 heures du matin, on est allongé l'un sur l'autre, on se fait des papouilles dans les cheveux, machin, on se dit mais toi, je t'aime vraiment bien. Il y a une réciprocité de l'attraction, de l'intérêt, de l'affection, pour ne pas dire amour. Tout ça est réciproqué, on sait. Et puis finalement, un beau jour, on est là, mais en fait, moi, j'ai envie de sortir avec toi, j'ai envie qu'on ait un statut exclusif, etc., etc. Et là, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas. Enfin, ça, c'est si on a une réponse, hein, déjà. Hein. Ça, c'est sûr, on a une réponse. Parce que je sais que certains d'entre vous, vous n'avez même pas de réponse, en fait, quand vous osez poser la question. Vous vous retrouvez face à un mur, face à une personne qui ne parle pas, etc., etc. Là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est la phase lune de miel. Vous voyez exactement de quoi je parle. La phase lune de miel, c'est tout simplement en référence aux jeunes mariés qui sont dans leur phase lune de miel, donc ils viennent de se marier, ils viennent de se mettre la bague au doigt, ils ont eu la cérémonie, ils sont allés en vacances, et puis là, tout est rose! Tout est positif, tout est incroyable, et puis peut-être que ça change un peu parce qu'on finit par... C'est pas qu'on se rend compte que notre couple est nul, mais l'euphorie redescend. Parce que quand on est dans la phase lune de miel, on est soi-même, mais on n'est pas à 100% nous-mêmes non plus, vous voyez ce que je veux dire. On cherche à satisfaire la personne, on sait ce que la personne aime, donc du coup, on va faire des efforts sur plein de points, etc., etc. Et puis finalement, une certaine routine s'installe, donc on se permet d'être un peu plus... nous-mêmes et les trucs un peu nuls qu'on voulait pas forcément montrer, bah malgré nous finissent par ressurgir et c'est là souvent que bah qu'il y a des ruptures en fait. À la fin de la phase lune de miel, on a deux personnes qui se regardent et qui sont complètement elles-mêmes et c'est là qu'on peut savoir si la relation peut vraiment évoluer. Mais en tout cas là tout ce que je viens de vous décrire, c'est la phase lune de miel. OK. Là, on est censé être dans une dynamique de relation saine. Qu'est-ce qui est censé se passer normalement? Tu as une proximité constante avec la personne, vous vous voyez souvent, vous avez des relations sexuelles, vous avez peut-être rencontré les amis de l'un l'autre, vous connaissez les secrets de l'un l'autre, vous savez où l'autre veut aller, un futur semble possible, etc., etc. Au vu de tous ces éléments qui sont réunis, enfin, la suite logique, ce serait de se mettre en couple, n'est-ce pas? Eh bien non, pas lorsqu'on parle du situationship, et c'est là que ça devient
super bizarre, super chiant. Parce qu'en fait, c'est ça le piège. Si on était tous phénomène Raven et qu'on pouvait avoir des dons de divination, on regarderait où la relation irait, et si on voyait que ça allait être une situationship, on ne s'engagerait même pas dans le truc, sauf que on vit dans le monde réel et ce genre de truc n'est pas possible. Et en général, bon, après, il y a certaines personnes d'entre vous qui écoutent, je ne suis pas là pour vos call-out. Je ne suis pas là pour vous insulter, vous dire que vous êtes nul, médiocre, etc., etc. Mais si la personne en face de vous vous a dit qu'elle avait des peurs de l'engagement, etc., etc., et qu'elle ne se voyait pas être dans une relation et que vous avez continué, bon, là, je vais faire un petit peu de victim blaming et dire, bah, on t'a prévenu, Miss Mem. Mais si ce n'est pas le cas, déjà, si vous êtes comme moi, vous savez pas que c'est une situationship. Et en plus, il y a déjà tant de choses qui se sont passées avant qu'on se rende compte de l'eau marécageuse dans laquelle on est. On s'est ouvert. On a parlé de tout ça à nos amis, parlé de nos insécurités. On se dit, oh mon Dieu, c'est la bonne personne. Évidemment, là, un autre truc dont on parle pas, c'est que si tu te retrouves face à une personne qui a des peurs de l'engagement et qui te dit, ouais, bah non, et que c'est une personne que t'aimes pas tant que ça, bah c'est pas grave. Ok, bisous, je vais passer à autre chose. Sauf que la raison pour laquelle on reste dans une situationship, c'est parce que la personne, on l'apprécie énormément. Parce qu'on a envie de ce futur. Que ce futur nous a été présenté sur un plateau d'argent, et du coup, on est là, mais j'ai faim maintenant, en fait. Ah! Vous êtes devant l'ascenseur. L'ascenseur met sa vie à arriver, et là, vous savez pas si vous voulez monter les escaliers ou prendre l'ascenseur. Sauf que là, du coup, ça fait longtemps que vous attendez l'ascenseur. Donc vous vous demandez, bah, est-ce que je prends l'ascenseur ou pas? Vous êtes dans un restaurant 5 étoiles, vous attendez dans la salle depuis 45 minutes, vous avez vraiment faim, sauf que vous avez attendu 45 minutes. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Louper votre plat ou aller au KFC du coin? C'est ça le souci d'une situationship, et c'est la raison pour laquelle on reste, parce que du coup on se dit, bah je me suis investi tellement émotionnellement dans ce truc. Il y a tellement de possibilités. On pourrait accomplir tant de choses en tant que couple ou en tant que personne individuelle. Je suis dans un truc qui me rend heureux en fait. On se dit, bon, bah, la personne ne sait pas forcément ce qu'elle veut, elle sort d'une relation de couple qui était peut-être compliquée, machin, 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 donc elle veut peut-être attendre avant de voir si on est la bonne personne ou non. Ça, ce sont des choses qui sont légitimes. Sauf que là, dans ce cas-là, le job de la personne en face est de vous tenir updaté. J'aime vraiment beaucoup te voir, j'apprécie vraiment ta compagnie, etc., etc. Moi, je me sens toujours pas d'être dans une relation de couple. Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux partir? Sauf que dans les situationships, ce genre de conversation ne se passe pas en fait, parce que tu sais que si tu as ce genre de conversation, ta relation pourrait finir en ruine d'un coup. Et c'est ce qui s'est passé pour moi personnellement. Donc c'est pour ça qu'on a même peur de parler. On se retrouve dans une situation qui est de plus en plus anxiogène parce que, enfin, je sais pas comment vous, votre cerveau fonctionne, mais moi, si je vois un problème, le premier truc auquel je pense, c'est la solution. Donc si je vois que la personne a peur de l'engagement, qu'elle est machin, qu'elle est ci, genre du coup, même si t'as pas envie de le faire, même si c'est inconscient, tu vas finir par te modifier, tu vas finir par te modeler autour de ce que cette personne veut, dans l'espoir d'avoir ce que toi tu veux. Donc finalement, tu es malhonnête envers la personne en face, mais en plus tu es malhonnête surtout envers toi-même. Tu vas essayer d'être plus cool, tu vas commencer à tolérer des trucs que de base tu ne tolérais pas, tu vas finir par te contenter du strict minimum, et c'est là qu'on va même parler de breadcrumbing. Il y a beaucoup d'anglicismes que je fais dans les podcasts quand je parle de ce genre de trucs, j'aime pas ça, mais le breadcrumbing, si vous voyez pas ce que c'est quand on vous donne des miettes de pain, et que vous avez tellement l'habitude qu'on vous donne des miettes de pain que vous êtes là, oh mon Dieu, des miettes de pain! Bah c'est comme les pigeons en fait. Si les pigeons dans la rue, ils avaient l'habitude qu'on leur donne des super bonnes céréales incroyables tous les jours, etc., etc., ils seraient très très contents, les pigeons. Et si tu venais avec ton misérable quignon de pain rassis, il serait là, il ferait, mais... j'ai mangé au Fouquet's hier, en fait. De quoi est-ce que tu me parles? Sauf que si au fur et à mesure le Fouquet's devient de plus en plus rare et que tu donnes des miettes de pain aux pigeons, les pigeons vont finir même par oublier ce que c'est le goût du Fouquet's et ils vont se contenter des miettes de pain parce qu'ils vont être là, mais j'ai faim en fait. Et donc c'est là qu'on rentre dans un territoire de plus en plus pourri. À la base, on était dans un endroit féerique, magnifique, très très beau, avec des fleurs qui poussent, etc., etc. Et finalement, notre jardin est en train de dépérir. Les fleurs sont en train de mourir, on essaie de les abreuver comme on peut, mais on voit qu'elles sont en train de mourir, donc du coup ça devient super anxiogène, parce que du coup on se dit, mais est-ce qu'il y a une maladie
dans mon jardin? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Ah, ça se trouve, c'est moi qui arrose mal les plantes, ça se trouve, l'eau que je vais chercher pour arroser mes plantes, elle est pas bien, etc., etc. Et en plus, dans ce jardin, à la base, la personne qui était dans notre jardin, elle était là, ouais, je vais t'aider à arranger ton jardin, on va être là, on va s'en occuper ensemble et tout, machin. La personne vient en semaine A, n'est pas là en semaine B, et puis finalement, la semaine B où elle n'est pas là, ça devient tout le mois. Quoi? Là, on a passé la première phase d'apprendre à se connaître. On a passé la phase lune de miel. Au bout de cette phase de lune de miel, on se dit, bah tiens, j'ai vraiment envie de sortir avec cette personne. On veut sortir avec la personne. On se retrouve face à un mur. Et là, on commence à rentrer dans le déni. On commence à accepter des trucs qu'on n'accepterait pas à la base. On commence à dire oui à des trucs qui, si on n'était pas investi émotionnellement avec cette personne, auxquels on dirait absolument non. Après, ce dont je parle là maintenant, c'est mon expérience à moi. Ça se trouve, votre expérience a été complètement différente, je n'exclus pas ça, mais bon, je ne suis pas omniscient, je ne suis pas phénomène Raven, je ne peux pas savoir comment ça se passe dans votre tête à vous, mais personnellement, moi j'ai commencé à être dans le déni en fait. J'ai commencé à me dire, non, mais plus tard, bon, là c'est bizarre. On verra. Bon, si j'attends encore un peu, peut-être que machin. Alors que j'étais en train de souffrir le martyr, parce qu'en plus c'est ça le pire, genre quand... De toute façon c'est toujours ça avec les problèmes de cœur, genre t'as certaines personnes qui peuvent comprendre, avec qui tu peux en parler, etc., etc., etc. Mais au bout d'un moment, enfin le truc devient vieux en fait. Le truc devient vieux, le truc devient chiant, c'est le seul truc dont tu peux parler, tes potes ils te regardent, en fait au bout d'un moment, tes potes ont dit tous les trucs qu'ils pouvaient te dire, et maintenant ils te regardent juste, et ils soupirent, genre ils sont là, bon... Ben, truc qui est très vrai, seul le temps pourra faire son travail. Et pendant cette phase de déni, qui peut être plus ou moins longue selon les gens, et encore une fois, ce n'est pas un ride, mais parfois quand je vois que des gens sont restés dans des situationships flous pendant 1 an, je suis là genre, mais... En fait, je ne suis même pas dans le jugement, genre je me dis juste, mais... Enfin, déjà, tu as beaucoup de travail à faire sur toi-même. Et encore une fois, ce n'est pas un read, c'est juste un fait en fonction de ce que je vois. Et surtout, mais tu as dû souffrir énormément, Miss Ma'am. Parce qu'en fait, suite à cette phase de déni où on se contente finalement de misérables miettes de pain, on est face à deux options. Soit on continue à attendre et on continue à fermer sa gueule, soit on prend la personne par le col et on lui fait bon, je ne suis pas heureux de ce qui est en train de se passer en fait. À la base, ce qui m'a été présenté, c'est X, Y, Z. Là, j'ai droit à une lettre inconnue de l'alphabet que je ne connais même pas. Je ne suis pas heureux. J'aimerais que la situation évolue. Ou j'aimerais savoir où m'en tenir si la situation ne peut pas évoluer. Et personnellement, j'ai été confronté à la deuxième option. Sauf que pour les gens qui restent dans des situationships, en fait, le truc, c'est que je comprends. Le truc, c'est que je comprends. Tu as le sentiment d'avoir ta personne en face de toi, avec tous les éléments qui sont réunis. Vous vous entendez bien, vous rigolez bien ensemble, vous vous voyez tout le temps, communication constante, sans que ce soit chiant. Bon, après, ça dépend des gens, mais le sexe est vraiment très bien. Tu es investi émotionnellement dans un truc, et ça prend du temps de s'investir émotionnellement dans un truc. C'est compliqué. Dans mon cas, à moi, c'est pas à tout le monde que je m'ouvre. C'est pas avec tout le monde que je suis comme ça, comme un livre ouvert, et qui est là en mode, bah, tu sais tout ce que je pense, tu sais comment je fonctionne. Enfin, il y a une espèce d'intimité qui se crée, et si on a peur d'être intime véritablement avec quelqu'un, une fois qu'on l'a fait, c'est encore plus compliqué de partir, parce que tu te dis, mais avec qui est-ce que je vais pouvoir de nouveau être comme ça, genre. Et c'est là qu'on peut citer Off the Table de Miss Ariana Grande. Will I ever love the same way again? Franchement, ceux qui aiment pas Off the Table, vous avez quoi dans les oreilles, en fait? Vous avez quoi dans les oreilles? Ou qui aiment pas Better Off? Vous, là, vous, en fait, tout ce que vous avez, c'est Dangerous Woman et Into You, en fait. Vous me faites chier. Vous, là, vous êtes encore coincé sur Side to Side. C'est bon, on a compris. Side to Side, c'est fini. Maintenant, il y a Walk Like This de Flo, en fait. D'ailleurs, streamer Flo, c'est mes petites girlies britanniques, là. Je les aime trop. Mais en tout cas, pour moi, le plus gros problème des situationships, c'est que tu finis par vouloir donner une solution à un problème qui n'est pas le tien.
Ce n'est pas toi le problème. Parce que si le problème venait de toi, la personne ne resterait pas, la personne ne continuerait pas à chercher à être en ta compagnie, la personne ne chercherait pas à être en contact constant avec toi, la personne ne te... Enfin, si elle te trouvait laide, tu le saurais, si elle te trouvait pas marrante, tu le saurais, si elle te trouvait chiante, tu le saurais, etc., etc. Tous les éléments sont présents, parce qu'en fait c'est ça le problème, et c'est ça qui fait que les situationships sont encore plus effrayantes, parce que si on n'a pas cet engagement-là, la personne pourrait partir comme ça du jour au lendemain et dire ciao, bah de toute façon on ne se devait rien, on n'était pas en couple. Donc c'est pour ça qu'on cherche à solutionner le problème, qu'on cherche à modifier qui on est, et c'est pour ça qu'ensuite on fait tout pour non pas que la personne s'en aille, parce que pour le moment il n'y a pas de raison à t'en parler que la personne s'en aille, mais que la personne reste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, enfin, déjà, il n'y a pas ces problèmes-là parce que bah, tu es en couple avec la personne, tu n'as pas à te questionner sur ton statut, etc., etc. À moins que vous soyez en couple avec des gens bizarres qui abusent de vous, qui vous trompent et tout, que vous avez des problèmes de jalousie, que vous êtes là, mais qui est cette personne, machin. Si on est dans une relation saine et que la personne t'accepte pour qui tu es, bah, tu restes toi-même. Et puis voilà. Et tu sais que la personne t'accepte comme telle. Alors que si tu es dans une situationship, que tu as tous ces éléments du couple, mais qu'il n'y a pas l'engagement à côté, c'est un truc qui est super effrayant. Et souvent, les gens qui sont la raison pour laquelle la situationship est en train de se passer, le truc qu'ils vont dire, c'est mais est-ce que c'est si important que ça qu'on soit en couple? Est-ce que ce statut est si important que ça, machin? On s'en fout, c'est pas important. Bah, si c'est pas important, bah, soyons en couple. Déjà, moi personnellement, si on me disait ça de nos jours, le truc que je rétorquerais, ce serait bah si c'est pas important déjà, bah mettons-nous en couple parce que c'est important pour moi. Peut-être que ça ne l'est pas pour toi, mais pour moi, ça l'est. Et en plus de ça, bien sûr que si que c'est important, parce qu'en fait la raison pour laquelle tu veux pas qu'on soit en couple de manière officielle, c'est parce que tu n'as pas envie de te sentir piégé dans la relation. Sauf que ce n'est pas un piège qui est en train d'être mis en place, c'est une relation. Et si tu as envie d'être dans une relation avec moi et que tout se passe bien, bah pourquoi est-ce qu'on ne serait pas ensemble? Puis finalement, lorsqu'on finit par avoir la lumière à tous les étages, on finit par quitter cette situationship et on finit par mettre un ultimatum, entre guillemets, enfin dire oui, enfin je suis désolé mais je ne peux plus supporter cette situation, il faut que je m'en aille parce que bah ça me fait de la peine. Et les trois quarts du temps, lorsque tu te décides enfin à partir, bah, tu te retrouves sans rien. Nada. Des miettes de pain. Qui ne sont même plus comestibles parce que le pain est rassis depuis. Genre. Ah. C'est extrêmement douloureux comme situation. Et je parle beaucoup d'investissement émotionnel. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais moi, en fait, j'aime pas faire des trucs pour rien. Déjà que moi, gérer mon temps moi-même, c'est très très compliqué pour moi. Parfois, pour mieux gérer mon temps, il faut que je mette de côté mes relations parce que du coup, c'est une distraction pour moi et je me retrouve piégé dans je ne veux pas avoir de distraction, mais en même temps, enfin, tu vis pour être heureux, enfin, tu n'es pas un robot, genre. Donc, enfin, bon, bref, vous avez compris. Donc, moi, si je m'investis émotionnellement dans un truc, c'est que c'est vraiment important pour moi et que j'espère que quelque chose va vraiment se passer. Je n'aime pas perdre mon temps, en fait. Surtout qu'en plus, après, tu dois ramasser les morceaux, tu dois les recoller, et tu dois faire ça tout seul. Enfin, c'est horrible comme situation, excusez-moi. Après, t'es censé faire quoi? T'entres dans une espèce de phase de deuil, tout simplement. Et c'est là que passer au-dessus d'une situationship, pour moi, c'est encore plus compliqué qu'une rupture conventionnelle. Pas qu'il y ait des échelles de douleur, vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes dans une relation saine avec quelqu'un, que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble et que vous finissez par vous séparer, oui, ça peut être extrêmement douloureux, mais en général, à moins que la personne vous ait ghosté, vous savez exactement pourquoi vous vous séparez. Un tel va déménager, un tel veut une nouvelle vie, se sent pas d'être en couple, machin, machin, machin. Euh, Tu as été trompé, donc du coup c'est catégorique. Tu as fait un truc que la personne ne peut pas te pardonner, machin, 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 machin. Tu connais la personne, tu sais comment ça va se passer pour elle après, la personne en face sait comment ça va se passer pour toi. Enfin, il n'y a pas tant de questions à poser, et en plus tu as eu la relation. Alors que là, tu dois faire le deuil d'un truc qui n'a jamais existé. Ou qui a existé que dans ce brouillard, que dans ce champ de possibilités. Et tu te retrouves encore plus dans cette phase de déni où limite tu te régules toi-même émotionnellement en te disant non mais peut-être que, peut-être que. En fait, tu...
Une situationship, c'est un peut-être qui ne se termine jamais. Voilà. C'est un peut-être qui ne se termine jamais. C'est horrible. T'es censé passer à autre chose comment, genre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible les situationships parce que comment est-ce que t'es censé passer à autre chose? Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai fait mon deuil, etc., etc. Tout va beaucoup mieux pour moi sur ce point-là. Mais pendant un moment, j'étais à l'article de la mort, yol. Et franchement, j'aurais pu mettre fin à mes jours et écrire sur un post-it situationship et je sais que la plupart des gens auraient compris en fait. MDR. Ah, oh mon dieu! Il y a une sensation d'inachevé. T'as un goût amer en bouche. En plus, quand on quitte une situationship, la plupart du temps, c'est à contre-cœur, parce qu'on a quand même toujours énormément d'amour envers la personne, on l'apprécie toujours énormément, on lui reconnaît toujours toutes les qualités qu'on lui a trouvées, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, tu dois faire un choix entre ta santé mentale ou rester dans un truc qui te détruit à petit feu. Et surtout qu'en plus, le pire, c'est que tu ne pouvais pas éviter cette relation. Tu pouvais pas le savoir. La personne ne s'est pas présentée en disant ouais, j'ai des problèmes d'attachement, l'engagement me fait peur, haha, et puis voilà. Enfin, dans la plupart des cas, encore une fois, si vous avez décidé de rester, c'est parce que vous avez un souci de I can fix him syndrome. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait après une situationship? Alors moi, personnellement, en fait, à la base, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai dit à mon ancienne situationship, j'ai envoyé un long message dont la première phrase était j'aurais préféré ne jamais te rencontrer et dont la dernière phrase était tu es ma plus grosse déception vraiment. La première phrase n'est plus vraie, la deuxième, oui, parce que bah vu comment je me sens actuellement. Oui, j'aurais préféré ne jamais me sentir aussi mal vis-à-vis de quelqu'un, donc j'aurais préféré ne plus jamais te rencontrer, ne jamais te rencontrer. Oui, c'était sincère. Sauf que maintenant, c'est un peu faux, parce que je suis quand même content des choses que j'ai partagées avec cette personne quand tout se passait extrêmement bien, et où cette personne était, espérons, croisons les doigts, sincère. Non, maintenant je suis content en réalité d'avoir vécu cette expérience, parce que maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je n'attends pas, j'ai des barrières qui sont beaucoup plus claires, on va dire. Il y a peu, je me suis retrouvé face à une situation qui allait devenir une situationship, et j'ai dit ouais, non. Je vois que toi, de ton côté, t'as des choses à régler. Je dis pas que pas moi, mais ça va mal se passer, je le sens, ciao. Malheureusement, lorsqu'on finit dans des relations comme ça, qui se finissent pas bien, etc., etc., on se retrouve avec des rationalisations nulles, du style «Non, mais je ne me mettrai plus jamais en couple, je ne m'ouvrirai plus jamais à personne, je ne me retrouverai plus jamais». Sauf qu'en fait, le souci, c'est que déjà, c'est faux. Enfin, tu vas forcément finir par t'ouvrir de nouveau à quelqu'un, tu vas forcément finir par tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Pensez à tous les moments où vous vous êtes dit non, mais plus jamais ça ne se passera, et puis 2 ans après, vous avez rouvert votre cœur à quelqu'un, etc., etc. En fait, le véritable challenge ne se trouve pas forcément dans ne pas se retrouver dans des situationships, mais plutôt de ne pas rester dans des situationships, de se concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez un certain contrôle, c'est-à-dire vos barrières, votre estime de vous-même, les choses dans lesquelles vous voulez dépenser votre temps, les moments où ça vous semble pertinent de oui ou non vous investir émotionnellement dans un truc. C'est sur ce genre de choses sur lesquelles vous avez un certain contrôle. Parce que moi, je me suis questionné, genre je me suis dit, bon, tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui, visiblement, la relation amoureuse, c'était pas possible de son côté. Déjà, moi, j'ai dédramatisé le truc, j'ai arrêté de me blâmer, parce que la personne qui était en face de moi a fini par reconnaître ses torts au bout d'un moment, mais à la base, c'était beaucoup de blâme sur moi. J'ai commencé par le croire à la base, et puis finalement, je me suis posé des questions et j'étais là, mais pff, franchement, est-ce que c'est si démesuré que ça de demander de la communication? De demander des barrières claires? Non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est beaucoup demandé face à une personne qui est incapable de faire ce genre de choses, mais sinon, dans le monde réel, avec une personne qui, elle, n'a pas les problèmes que la personne que je fréquentais avait, ce ne sont pas des choses excessives à demander, en fait. Donc déjà, moi, le premier truc que je vais vous proposer, c'est d'arrêter de vous blâmer, et pour revenir à l'épisode précédent, de plus voir cet échec
Après, échec, peut-être que c'est un mot fort, mais personnellement, enfin, c'est comme ça que je le vois. Tu as tenté quelque chose avec quelqu'un, ça s'est mal passé, c'est un échec. Les raisons de cet échec, c'est une incompatibilité. Et après aussi, un autre truc que j'ai fait, c'est de ne pas prendre personnellement tout ce qui s'est passé. Enfin, je ne suis pas la raison de pourquoi tu as peur dans l'engagement, de pourquoi tu croyais que je voulais t'enfermer dans une cave, en fait. J'ai été très en colère aussi pendant un moment. Enfin, de toute façon, quand vous... C'est un peu comme les phases du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. J'ai passé toutes ces phases de deuil. Maintenant, je suis dans l'acceptation et je suis là genre, bon, ben, ok. Et puis voilà, c'est passé. Sauf que, encore une fois, moi j'ai commencé à me demander, bah pourquoi est-ce que tu vis la fin de cette relation aussi mal? Pourquoi est-ce que tu es resté dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti? Et ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent de toute façon. Mais encore une fois, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous faire ressentir exactement les mêmes choses que cette personne vous a fait ressentir précédemment. Vous allez tomber sur des gens qui ne vont pas vous faire perdre votre temps. Enfin, c'est inévitable, en fait. Et ce serait vraiment malheureux de penser que vous êtes destiné à une vie amoureuse vide. Enfin, j'espère très sincèrement que vous ne pensez pas comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je ne pense pas comme ça. Mais après, de l'autre côté, c'est ça qui reste douloureux. Je sais que ce que j'ai vécu avec la personne, c'est quelque chose qui est rare. Lorsque j'ai aimé quelqu'un, lorsque j'ai beaucoup apprécié quelqu'un, enfin, c'est toujours très dur pour moi de mettre ça de côté, etc., etc. Mais ça, c'est un truc que j'ai accepté aussi. Je peux être en colère, je peux en vouloir énormément à la personne, mais une fois que tout ça s'est passé, je me concentre aussi sur tout ce qui a été positif, sur tout ce que cette relation m'a apporté. Et franchement, quand on fait le bilan, en vrai, je suis plutôt content d'avoir traversé cette expérience, parce que maintenant, je sais bah, que la prochaine fois que je me retrouverai face à quelqu'un que j'apprécie énormément, je sais ce que moi j'aurais à faire ou ce que je n'aurais pas à faire. Donc franchement, si vous sortez d'une situationship que vous avez vécu extrêmement mal, franchement, faites un peu de victim blaming en fait. Faites un peu de victim blaming. Si vous vous êtes retrouvé pendant 1 an et demi dans une situationship que vous n'avez pas osé quitter, etc., etc., demandez-vous, mais pourquoi est-ce que je suis resté dans cette situation aussi longtemps, genre? Est-ce que c'est parce que inconsciemment je répète des schémas par rapport à ma famille, par rapport à mes parents? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne jamais trouver cette personne? Listez certaines des peurs que vous avez sur papier et déconstruisez-les. Est-ce que cette peur est rationnelle? Est-ce que cette peur est irrationnelle? Est-ce que lorsque j'ai fait ça, c'était pertinent? Est-ce que c'était impertinent? Et déconstruisez aussi la personne que vous avez en face. Parce que la raison pour laquelle on a encore plus de mal à quitter une situationship, c'est parce qu'on est piégé dans cette espèce de fantasme constant. Et pourquoi est-ce qu'on est dans ce fantasme constant? Moi, personnellement, c'était parce qu'il y avait des trucs horribles qui se passaient dans ma vie, et cette relation, elle est arrivée au moment où tout commençait à aller mieux, et une fois que je me suis séparé, entre guillemets, de cette personne, tout a recommencé à aller super mal. Et ensuite, je suis resté dans cette situation de situationship parce que c'était l'un des seuls trucs qui me faisait du bien, en fait. Sauf qu'en réalité, ça me faisait pas de bien parce que du coup, on était toujours dans cette situation hyper bizarre. Donc en plus, ma vie était nulle et je continuais à parler avec quelqu'un qui ne me faisait absolument pas de bien en réalité. Enfin voilà. Et je pense aussi que l'un des trucs qui est super important, c'est d'avoir une vision du couple qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus définie, parce que là, vous avez traversé un truc où, j'imagine, vous avez vécu des trucs que vous n'imaginez absolument pas dans une relation de couple. Imaginez votre relation de couple parfaite. Bon, ne soyez pas trop dans le parfait parce que après sinon bah vous allez trouver personne, parce que moi je pense qu'on ne peut pas avoir une relation parfaite mais une relation très très bien dans laquelle on sait faire des concessions. Demandez-vous ce que vous attendez de quelqu'un, demandez-vous ce que vous attendez de vous aussi dans une relation. Donc j'en sais rien, si par exemple vous avez des problèmes d'anxiété, que vous avez des peurs de l'abandon, ou si jamais, à l'inverse, lorsque vous êtes dans un surplus émotionnel, vous avez tendance à éteindre votre cerveau, posez-vous des questions sur tout ce genre de choses. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, et c'est un truc avec des croyances et des
peur que je fais de temps en temps lorsque je me sens coincé vis-à-vis d'un truc. Listez une peur ou une croyance. Croyance X, je ne pense pas être capable de faire tant, tant, tant. Ça, c'est votre peur, ça, c'est le truc en lequel vous croyez actuellement. Pourquoi est-ce que j'ai cette peur? En quoi cette peur m'est-elle bénéfique? En quoi cette peur m'est-elle néfaste? Si je garde cette peur ou cette croyance, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Si je me défais de cette peur ou de cette croyance, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Donc j'en sais rien, suite à votre situationship, si l'une de votre peur ou de vos croyances c'est personne ne va jamais m'aimer, machin, 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 peut-être qu'en réalité c'est juste vous qui vous persuadez de ça, parce qu'en fait vous n'avez pas envie de vous ouvrir et de vous risquer une nouvelle fois à avoir le cœur brisé. Sauf que croire ça, ça va vous mener à quoi, genre? Vous allez avoir un cœur brisé, en plus vous allez avoir rien là. Enfin bon, bref, moi c'est comme ça que j'ai rationalisé tout le truc. Je me suis posé énormément de questions. J'ai vu là où je pouvais évoluer en tant qu'individu. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Dorinda la dernière fois. Elle m'a fait, mais c'est fou que t'aies fait tout ce chemin en si peu de temps. Et j'étais là, madame. Je réfléchis. Parce que moi, encore une fois, je vous ai dit, j'aime pas faire des trucs pour rien, en fait. Donc là, vraiment, le truc que je me suis dit, c'est, mais je vais pas avoir traversé cette situationship pourrave de merde pour ensuite répéter exactement le même schéma avec quelqu'un d'autre, pour ensuite être dans une victimisation, et je dis ça de la manière la plus gentille possible, mais d'être dans une victimisation en mode «Non mais je trouverai jamais personne, non mais machin, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. Je peux comprendre qu'on soit dans des rationalisations comme ça de temps en temps parce que ça nous aide sur le moment, mais sur le long terme, ça ne nous apporte absolument rien. On a tous un truc dans lequel on pourrait s'améliorer. Voilà. Quoi? Mais pour parler de la personne qui est la raison de la situationship en face, on pourra jamais savoir. On pourra jamais savoir à 100% parce que je pense déjà que les gens qui sont les raisons de situationship sont malhonnêtes, déjà. Même pas forcément exprès, mais si tu es malhonnête envers toi-même, tu ne peux pas être honnête envers la personne en face de toi. Moi, il m'a été rapporté que la personne que j'avais en face de moi n'avait pas été honnête avec elle-même et que ça avait été le résultat de cet échec, on va dire. Croyez pas évidemment qu'on souffre énormément lorsqu'on est dans une situationship, qu'on doit mettre fin à une situationship, etc., etc. Mais je pense qu'on souffre aussi beaucoup lorsqu'on est la raison d'une situationship. Parce que, en face de vous, vous avez une personne qui ne peut pas s'ouvrir à 100% au risque d'être dans une relation. C'est pour ça que je pense que je vais faire un épisode sur la théorie de l'attachement. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que maintenant je suis rodé sur le sujet. Lorsqu'on a des types d'attachement insécures ou défectueux, et encore une fois, lorsque je parle de tout ça, je parle pas de personnes qui sont mal intentionnées, qui sont venues pour vous manipuler, pour se jouer de vous, etc., etc. Moi, je parle de gens qui subissent tout autant leurs problèmes d'attachement que vous, c'est juste qu'ils se manifestent de manière différente, parce que lorsqu'on regarde tous les trois types d'attachement insécure, c'est-à-dire anxieux, évitant, anxieux, évitant, la peur commune est celle de l'abandon. Sauf qu'elle se manifeste de manière différente. Une personne anxieuse veut de l'engagement parce que justement, ça mettrait fin à cette peur de l'abandon, mais une personne dans l'évitement ne veut pas de cet engagement parce qu'elle est persuadée que la relation va mal se terminer et qu'elle va se faire abandonner par la suite, ou que une fois que elle sera engagée, c'est une perte d'indépendance d'une certaine manière. C'est pour ça que je me suis questionné beaucoup plus sur ce que la personne pouvait penser en face, parce que moi j'étais là, je souffre, etc., etc. Et puis finalement je me suis dit, mais qu'est-ce que la personne ressent en face? Et ça, c'est un truc auquel on pourra jamais avoir de réponse. Malheureusement. Malgré le fait que la personne vous dit qu'elle est honnête à 100%, etc., etc., on pourra jamais avoir de réponse parce que tu sais pas comment ça se passe dans la tête de la personne en face, tu sais pas ce que la personne ressent vraiment, et c'est là encore une fois que, personnellement, je pense que ne pas prendre les choses personnellement et de ne pas être dans l'auto-blâme constant est super important, parce qu'il y a certaines choses en fait qui n'ont absolument rien à voir avec vous, parce que, et moi la manière dont j'ai rationalisé le truc aussi, c'est ça n'a rien à voir avec moi, parce que cette personne aurait pu être dans la même situation avec quelqu'un d'autre et ça se serait terminé d'exactement la même manière. Donc finalement, est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir avec moi ou non? Et puis même, quelque part,
Et ça, peut-être que c'est vaniteux de ma part ou c'est moi qui suis dans le déni ou quoi, mais je l'ai même. Enfin, je sais pas, c'est flatteur finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une personne qui est dans l'évitement ou qui a peur de l'engagement, etc., elle ne va pas avoir peur de l'engagement avec une personne dont elle a absolument rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi au moins, je sais que de mon côté, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu avec la personne en face de moi, c'est quelque chose qui était réel, c'est juste que ça n'a pas pu aller à son véritable potentiel parce que X, Y ou Z. Et puis de toute façon, un autre truc dont je veux parler avant de faire l'épisode sur la théorie de l'attachement, c'est que c'est bien d'avoir toutes ces informations, de savoir comment la personne pourrait être susceptible de fonctionner, mais il ne faut pas tomber dans le diagnostic en mode non, mais c'est parce que cette personne est dans l'évitement qu'elle a fait ça, non, mais c'est parce que cette personne est anxieuse qu'elle a fait ça, machin, machin, machin. Ça n'a absolument rien à. Enfin, c'est important pour aider à rationaliser certains trucs, c'est important pour donner des réponses à certaines questions, mais en fait le plus important à la fin de la journée, c'est comment est-ce que vous vous sentez vous. C'est comme si, j'en sais rien, vous avez eu une relation très très toxique avec quelqu'un qui a été narcissique, etc., etc., etc. Le problème est-il que la personne en face de vous était narcissique, ou est-ce que le problème c'est que vous avez fait fi de toutes vos barrières de base pour mettre à l'aise cette personne qui était narcissique? Donc, est-ce qu'il faut prier pour ne jamais tomber sur une personne narcissique, ou est-ce qu'il faut se reconstruire de son côté pour se rendre compte qu'on a des systèmes qui ne fonctionnent pas forcément bien? Et moi, le truc qui m'a fait quitter le truc, c'est que je me suis vraiment questionné. J'étais là, mais enfin, déjà, t'es malheureux, là, de suite. Tu n'es pas content de ce qui se passe, tu n'es pas content de la dynamique. Et si tu restes sur le long terme, ça va donner quoi? Et le pari était super risqué, en fait. Donc là, je vais continuer à parler avec cette personne, je vais continuer à faire comme si de rien n'était, je vais continuer à fermer ma bouche, être un bon toutou, etc., etc. Mais si jamais la personne en face finit par trouver quelqu'un d'autre, toi, tu vas avoir continué à t'être accroché à cette espèce de truc, et d'un coup, tu vas voir que la personne est en couple et tout, mais et moi, je me suis demandé comment j'allais me sentir si ça se passait, mais MDR. Encore une fois, un nœud autour de mon cou lorsque les gens viennent me voir à la maison, et sur le post-it, il y a juste écrit situationship. Enfin voilà. Et aussi, posez-vous la question, si un pote à vous vous racontait des trucs que vous traversiez vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce que vous leur diriez? Va-t'en, pars, tu mérites mieux. Voilà. Girly girl. Mais en tout cas, lorsqu'on est de l'autre côté d'une situationship, si on est d'accord sur le fait qu'en réalité c'est la même peur, c'est-à-dire celle de l'abandon, mais pas parce que la relation ne se passe pas, mais si la relation se passe et qu'elle se termine mal, c'est extrêmement bénéfique d'avoir une situationship. Parce que du coup, tu as tous les avantages du couple, sans avoir à te mettre la pression à toi. C'est un truc dont tu peux t'échapper super rapidement si jamais ça se passe mal. Mais ça ne veut pas dire que tu n'apprécies pas la personne, ça ne veut pas dire que tu détestes cette personne. Enfin, justement, c'est l'inverse. Parce que tu la gardes autour de toi, tu la laisses graviter autour de toi et tu gravites autour de cette personne. Moi, en réalité, je peux comprendre les deux côtés hein, de la situationship. T'as tous les avantages du couple, mais tu as peur de l'engagement et tu as une personne en face de toi qui ne semble pas être dérangée plus que ça vis-à-vis de la situation. Et si elle est dérangée de la situation, elle reste. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, l'être humain est un animal, en fait. Si ton chat a faim et que tu rechignes à chaque fois que tu lui donnes de la pâtée, le chat, il est très content qu'il ait sa pâtée à la fin, il s'en fout que tu sois pas content de lui donner. Hein. Je ne pense pas que les situationships, ce soit un truc qui soit nouveau, que ce soit un reflet de notre société, etc., etc. C'est juste que maintenant, il y a des outils beaucoup plus propices à ce genre de situation. Mais en tout cas, pour finir sur tout ce qui est situationship, quel que soit le côté du miroir duquel vous êtes, demandez-vous pourquoi cette situation est en train de se passer, pourquoi est-ce que vous souffrez de cette situation et pourquoi est-ce que vous laissez cette situation continuer. Et je pense que rien qu'en faisant ça, en faisant davantage d'introspection et moins de blâme de la personne en face, vous allez avoir beaucoup plus de réponses. Et moi, j'ai eu beaucoup plus de réponses que je ne l'espérais. Et c'est pour ça que finalement, je suis très content d'avoir traversé cette phase de ma vie. Oui, c'était ma première expérience amoureuse, on va dire,
officielle. Cette fois, c'était une personne qui était réelle. Ce n'était pas une personne dont j'étais amoureux en silence. C'était une personne qui était réelle. Ça s'est passé comme ça s'est passé, mais maintenant, j'ai les informations nécessaires. J'ai fait l'introspection nécessaire, même si là, je juge que trouver une relation, enfin, ce n'est pas le moment. En fait, je sais que lorsque mon cœur s'ouvrira de nouveau, bah, soit je tomberai sur la bonne personne et ça se passera extrêmement bien, soit je tomberai sur la mauvaise personne, mais cette fois j'aurai la force de caractère nécessaire pour dire non à certains trucs et partir quand c'est pertinent. Et puis de toute façon, moi je suis persuadé que rien ne se passe pour rien, que si les gens sont faits pour se retrouver à un moment ou l'autre, ils se retrouveront, mais le temps que ça se passe, moi je vais pas faire du surplace et rester comme un plouc en fait. Je vois pas pourquoi je resterais sous la pluie, sans parapluie, sans rien, alors que je peux aller chez moi et jouer à Dota 2 en fait. Enfin vous voyez, on a toujours le choix. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de rester, de laisser perdurer cette situation qui finalement ne vous fait même pas de bien. Et puis voilà. Et puis si vous avez peur de partir parce que vous savez que vous allez souffrir de partir, bah voyez sur le long terme. Parce que plus vous restez dans votre situationship, plus le moment où vous allez partir va être douloureux. Hein. Donc, est-ce que vous voulez souffrir maintenant bien comme il faut, en ayant les armes nécessaires, les informations nécessaires pour faire tout le travail personnel qui est requis pour évoluer? Ou est-ce que vous voulez continuer à souffrir et finalement vous retrouver sans rien du jour au lendemain ah, je pense qu'il est pertinent de se poser ce genre de questions plutôt que de subir sa rupture et d'être là en mode voilà, c'est ce que j'en pense. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. De toute façon, on peut débattre en commentaire. Mais en tout cas, c'était mon épisode sur les situationships. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez un épisode sur la théorie de l'attachement en elle-même, franchement, je pense que c'est un épisode que je vais préparer bien comme il faut parce que là, on se base moins sur ma perception des choses, mais plus sur des trucs factuels. Et moi, j'aime pas parler sans savoir de quoi je parle. Donc, je vais bien vous préparer ça bien comme il faut. Et sinon, en attendant, ben, on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. J'espère que tout va bien pour vous. Gros bisous. Et puis, le podcast est de retour. Bye! Quoi?